Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait eu la faillite d'une banque américaine, la Silicon Valley Bank, et puis plusieurs autres banques qui s'étaient retrouvées en grande difficulté aux États-Unis. En Europe, on nous avait dit que ça n'arriverait jamais. Et puis on a eu le Crédit Suisse qui est tombé, qui a fallu être racheté dans le week-end par une autre banque. Et puis on a eu aussi la Deutsche Bank qui a été en grande difficulté. Mais on nous a dit tout va bien, ne vous en faites pas, dormez sur vos deux oreilles. Eh bien, il y a des signes qui montrent maintenant que la BCE est inquiète sur les banques européennes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, rappelez-vous, on avait eu la faillite de la Silicon Valley Bank, la SVB, il y a quelques mois. Et puis, juste après, on avait eu une autre banque qui avait été en grande difficulté parce que les déposants retiraient trop d'argent et elle ne pouvait pas faire face à ses engagements. Elle manquait de liquidité. Alors au début, notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, nous avait dit « Non mais vous en faites pas, ça n'arrivera jamais en Europe, il n'y a aucun problème ». Et d'ailleurs, Christine Lagarde de la BCE nous disait la même chose, juste avant que le Crédit Suisse ne tombe et qu'il soit sauvé in extremis par UBS, qui avait été missionné par l'État suisse pour reprendre le Crédit Suisse. Et puis là, on nous a dit non mais tout va bien. Et puis hop, la Deutsche Bank à son tour s'est retrouvée à la limite, mais vraiment à la limite de s'effondrer. Et on a finalement oublié un peu tout ça. Ça s'est calmé. Je vous avais dit peut-être que les vaguelettes sont terminées et qu'il n'y a plus aucun problème. Seulement voilà. En ce moment, la BCE et la Fed sont en train de mettre en place des nouvelles réglementations, plutôt des nouveaux outils de surveillance sur les banques, qui me font dire que finalement, tout n'est peut-être pas fini. C'est-à-dire, elles ont l'air très inquiètes pour mettre en place ces systèmes. Et on va regarder ensemble un article qui est peut-être passé inaperçu, mais qui montre quand même les grands signes d'inquiétude que peut avoir la BCE. La BCE va renforcer la surveillance des liquidités des banques de la zone euro. La Banque centrale européenne a annoncé samedi vouloir surveiller plus fréquemment l'état des liquidités des banques de la zone euro pour réduire le risque de crise financière à l'avenir. Cette annonce intervient alors qu'outre-Atlantique, la Fed a indiqué le 10 juillet qu'elle voulait imposer aux banques de taille moyenne un niveau de fonds propres supérieur. Vous voyez, c'est un peu la concordance. C'est-à-dire que tout d'un coup, pendant l'été, pendant que tout le monde se fait bronzer sur la plage, pendant qu'on ne suit pas trop l'activité économique, on a les deux grosses banques centrales d'Occident, donc la Fed et la BCE, qui disent écoutez, on va demander d'augmenter les liquidités dans les banques et puis on va contrôler ça d'un peu plus près. Je ne trouve pas ça hyper rassurant. Je ne dis pas que demain matin, le Crédit Agricole, la BNP ou la Société Générale vont s'effondrer, mais je ne trouve pas ça hyper rassurant. On aura du mal à me faire croire que tout va bien, que vraiment il n'y a aucun souci, mais on demande quand même d'avoir plus de liquidité et on renforce les contrôles. Ça ne me semble pas aller de pair. J'ai l'impression que là, il y a anguille sous roche. Continuons à lire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous trouvez que ça pue un peu ce genre de choses. Réduire le risque de crise financière à l'avenir. C'est avec cet objectif en tête que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine ont décidé de renforcer le contrôle des banques, alors que la faillite de la Banque régionale aux États-Unis en mars, puis la défaillance du Crédit Suisse ont fait craindre de nouvelles turbulences financières. Surveillance des liquidités. Alors, peut-être, dites-moi ce que vous en pensez vraiment, honnêtement, mais peut-être qu'effectivement, ils ont vu ça au printemps, ça a été une grosse peur pour tout le monde, c'est fini, ils se disent « Non, mais on ne veut plus voir ça ». C'est effectivement une interprétation des faits. Moi, j'ai un peu plus peur qui dit « Bon, au printemps, si on renforce les mesures et tout, alors que tout le monde est en panique, on va juste faire exploser le système bancaire. Donc, on se calme, on se tait, on dit que tout va bien. Et puis, en juillet, quand tout le monde se fait dorer la pilule et est parti en vacances, eh bien,
à ce moment-là, on met des nouvelles règles et on surveille de très très près, comme le lait sur le feu, ce qui est en train de se passer dans les banques. Parce que là, il y a des choses surprenantes et dangereuses. Et je vais vous dire un truc qui vient un peu à l'appui de ce que je dis. Vous savez, les banques centrales, la Fed et la BCE, surtout la BCE, mais la Fed aussi, ont mis des taux à zéro, ou quasi à zéro pour la Fed. Bon. Et les États, les États-Unis, mais aussi les États comme la France, par exemple, ont emprunté, mais des sommes gigantesques, mais absolument gigantesques. Donc elles ont émis des obligations à 0%. La France n'avait jamais autant emprunté de sa vie. Macron a battu les records les uns après les autres. Il a établi un premier record, et puis après il s'est entêté tous les ans à voir s'il pouvait faire mieux. On est au taquet de la dette. Des dettes à 0%. Ce n'est pas trop grave. Il y avait une partie en taux variable, ok, mais j'en parlerai une autre fois. Mais principalement à 0%. Donc, ce n'est pas que ce n'était pas trop grave, mais parce qu'un jour ou l'autre ça se paye, je l'ai toujours dit, mais peu importe. 0%. Les banques ont été obligées d'acheter, les assureurs aussi, ont été obligés d'acheter par la loi, d'acheter ces obligations. Donc elles sont gavées d'obligations d'État à 0%. Aujourd'hui, les taux d'intérêt remontent parce qu'on ne peut pas vivre avec une inflation aussi forte. Sinon, on risque des révoltes populaires, on risque ce qui est arrivé en Allemagne dans les années 30. Donc, plus jamais ça. Donc, on est obligé d'augmenter les taux. On augmente les taux. Du coup, les États empruntent à 3-4%. L'État français qui emprunte à 0 emprunte maintenant à 3-4%. Ce qui veut dire que toutes les obligations à 0 ne valent plus rien. Je vous donne un exemple que j'ai déjà donné, c'est l'exemple de deux livrets A. Vous avez un livret A à 0% et un livret A à 3%. Je vous donne le choix entre les deux. Lequel vous achetez ? Celui à 3%, fatalement, obligatoirement. Eh bien, c'est la même chose avec les obligations d'État. Les obligations d'État, c'est des livrets A pour riches, enfin pour banques, pour assureurs, etc. Ou pour vous, si vous avez un peu plus d'argent que le livret A à mettre. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est l'État qui garantit, donc c'est la même garantie, mais il y en a un à 0 et un à 3. Vous achetez celui à 3, celui à 0, vous ne l'achetez pas. Donc tous ceux qui possèdent des obligations à 0, ça ne vaut rien, ça ne vaut plus rien, et il faut qu'ils attendent l'échéance de l'obligation pour que l'État leur rembourse l'argent. Voilà. Si vous avez une obligation de 10 ans, au bout de 10 ans, l'État s'est engagé à vous rendre la somme que vous lui avez prêtée, il vous le rendra, mais entre-temps, personne ne veut vous l'acheter, donc ça ne vaut rien. Voilà, vous avez un bout de papier qui ne vaut rien. Et comme les banques et les assureurs sont gavés de ça, complètement gavés de ça, et que ça ne vaut plus rien, il ne faut surtout pas qu'ils le vendent. Parce que s'ils le vendent, ils vont être obligés, toujours d'après les normes, ils vont être obligés de constater une perte. C'est ce qui est arrivé à la Silicon Valley Bank, qui a dû vendre ses obligations d'État américain, qui a constaté une perte, et qui, du coup, au bout d'un moment, s'est retrouvée en faillite. Donc là, elles vont devoir constater une perte si elles vendent ces obligations. Il ne faut surtout pas qu'elles vendent ces obligations. Pourquoi elles vendraient ces obligations ? La Silicon Valley Bank a dû les vendre parce qu'il y avait des gens qui venaient au guichet et qui réclamaient de l'argent. Et donc, comme elle n'avait pas assez de liquidités, vraiment de billets, elle a dû vendre ses obligations pour avoir des liquidités remboursées. Et c'est comme ça qu'elle s'est effondrée. Donc, il faut que les banques aient suffisamment de liquidités pour donner aux épargnants l'argent dont ils ont besoin. Aux épargnants, ceux qui ont des dépôts d'argent, etc. L'argent dont ils ont besoin est pour prévoir des coups durs. Et qu'elle n'ait pas à vendre ses obligations. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment surveiller ça. Seulement, voilà, en ce moment, donc les obligations ne valent plus rien. Et puis en plus, on sent que sur l'immobilier, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il va y avoir des problèmes. Je vais faire une vidéo dessus bientôt. Les SCPI, etc. sont en train de complètement s'effondrer. La Banque Centrale Européenne, j'en ai parlé dans une autre vidéo, vient de demander aux fonds qui sont spécialisés, les fonds d'investissement qui sont spécialisés en immobilier commercial et en immobilier de bureau, de faire super attention et d'avoir le plus de liquidité possible parce qu'ils sentent que ça va s'effondrer. Si ces fonds s'effondrent, à qui ont-ils emprunté de l'argent pour acheter leur immobilier commercial et leur immobilier bureau ? Aux banques. Donc,
si ces fonds s'effondrent, tout l'argent prêté par les banques risque de disparaître aussi. Alors, ils ont gagé derrière de l'immobilier commercial et de l'immobilier de bureau, mais l'immobilier commercial et l'immobilier de bureau, la BCE nous dit que ça risque de s'effondrer. Donc, vous voyez, les banques, elles vont se retrouver avec leur hypothèque qui ne vaudra plus rien. Ce qui s'est passé lors des subprimes. Et du coup, il y a vraiment une crainte vis-à-vis des banques. Vous voyez, il y a vraiment une crainte vis-à-vis des banques, de la BCE et de la Fed. Et c'est pour ça qu'elles veulent vraiment vérifier que tout le monde a assez d'argent. Parce que cumuler le problème des obligations d'État qu'on les a obligés à acheter, ça je le soulignerai jamais assez, c'est une obligation qui leur a été donnée d'acheter ça, en disant c'est sûr, c'est garanti, au moins avec ça vous n'aurez pas de problème. La Silicon Valley Bank a faillite à cause de ça. Vous n'aurez pas de problème. OK ? Donc c'est sûr, etc. Vous n'aurez pas de problème avec ça. Donc vous avez cette première difficulté. Et la deuxième difficulté derrière, c'est l'immobilier qui s'effondre. Donc l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau est en énorme risque, y compris en Europe. Aux États-Unis, c'est une catastrophe, mais en Europe, c'est en très, très gros risque. D'après la BCE, hein, c'est pas moi qui le dis. Et vous voyez, si ça craque, vous allez avoir des banques qui vont devoir absolument sortir de la trésorerie rapidement, qui ne vont pas pouvoir s'appuyer sur les hypothèques de l'immobilier puisque ça ne vaudra plus grand-chose. Enfin, les prix auront énormément baissé en tout cas, et qui vont avoir comme seul trésor les obligations d'État. Et qui se disent, mais là, je ne peux pas les vendre, sinon je perds beaucoup d'argent. Et donc, vous voyez, on a une BCE, à mon avis, hein, bon, c'est le schéma que j'ai, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais on a une BCE qui commence à s'affoler un peu, on a une Fed qui commence à s'affoler un peu, et vraiment, ça va dans le sens de différents articles que j'ai lus, que j'ai déjà donnés ici ou que je vais donner prochainement, où on voit une peur réelle de la BCE pour tout le secteur financier. On va continuer la lecture. Ce samedi, la BCE a annoncé vouloir surveiller plus fréquemment l'état des liquidités des banques de la zone euro. Vous voyez, ça fait sens quand même ce que je vous dis. Ça fait sens, quoi. Nous avons décidé de demander aux banques, à partir de septembre, de nous envoyer des informations sur une base hebdomadaire, toutes les semaines, afin d'avoir des données plus récentes et de mieux surveiller les évolutions de liquidité. Jusqu'ici, ils surveillaient tous les mois. C'est pas de la folie non plus. Vous voyez, je surveille les banques tous les mois, j'ai l'état de leur liquidité tous les mois. Bon, bah voilà, tous les mois, c'est bien quand même déjà. Hein. Non, maintenant, toutes les semaines. Vous voyez, moi, enfin, je sais pas, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Vous voyez, on passe de tous les mois, ça paraît déjà être un vrai contrôle sérieux tous les mois. On passe à toutes les semaines. C'est un sacré contrôle. Hein. A déclaré Andrea Enria, le président du conseil... Ah, excusez-moi, encore une pub. Tac. Le président du conseil de surveillance prudentielle, l'organe de supervision des bancaires européens, partie intégrante de la BCE. L'idée est de faire parvenir de manière plus fréquente l'information sur les liquidités que les banques nous envoient déjà mensuellement. Donc vous voyez, il envoie bien tous les mois pour l'instant et on lui demande maintenant toutes les semaines. A précisé dans une interview au quotidien économique italien Milano Finanza, publiée samedi sur le site de la BCE. Ces données incluent des détails comme l'échéance de liquidité figurant dans les comptes des banques, leurs contreparties, vous voyez les contreparties, et les opérations de refinancement effectuées avec la BCE. Cela doit permettre en particulier de mieux contrôler l'évolution des actifs les plus liquides, comme les dépôts bancaires, a ajouté le superviseur. Il y a peut-être le bank run aussi qui les inquiète un peu, c'est-à-dire que c'est ce qui les avait fait beaucoup peur au début, et c'est pour ça que Bruno Le Maire avait dit non, il ne se passera rien en Europe. C'est parce que la hantise des pouvoirs, c'est le bank run. C'est les épargnants
c'est ceux qui ont de l'argent à la banque qui vont chercher leur argent tous ensemble. Et là, il n'y a aucune banque au monde qui peut survivre. Même la BNP, qui fait partie, je crois, des 5 premières banques mondiales, qui est très 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 gros, hein, la BNP, on ne se rend pas compte, mais c'est gigantesque. Un Crédit Agricole aussi, hein, c'est vraiment des tailles absolument gigantesques. Hein. Société Générale, ça n'a rien à voir à côté. Hein. Bon, mais même ces entreprises qui sont titanesques ne survivraient pas si tous les déposants allaient chercher leur argent en même temps. Et d'ailleurs, Silicon Valley Bank, alors c'est très petit à côté, hein, mais c'est très petit, mais c'est quand même quasiment la taille de la Société Générale, vous voyez, donc Silicon Valley Bank, on dit, ouais, petite banque américaine, oui, pour les Américains, oui, mais c'est quasiment la taille de la Société Générale, hein, donc ça rigole pas non plus. Mais ce qui a tué la Silicon Valley Bank, c'est qu'il y a la rumeur qui est arrivée de la Silicon Valley Bank va mal, et derrière, tous les déposants sont allés chercher leur fric. Et du coup, la banque n'a pas pu payer, et elle a fait faillite pour ça. Et ça a failli se reproduire sur une autre banque dont le nom m'échappe là, mais dont j'avais parlé à l'époque. Et pour la sauver, les très grosses banques comme Morgan Stanley ou Bank of America ou Wells Fargo sont venues au secours et ont déposé énormément d'argent dans les coffres de cette banque, tout simplement pour faire face aux demandes des épargnants qui venaient retirer leur argent. Donc vous voyez, on est... et ça... Je crois qu'au final, cette banque a été rachetée justement par JP Morgan parce que même comme ça, c'était plus tenable. Donc je crois que la banque a été rachetée par JP Morgan pour clore le problème. Mais vous voyez que ça, c'est vraiment leur grande crainte, c'est vraiment ce à quoi il fait peur. Et c'est pour ça que voir le niveau des dépôts bancaires, pour eux, c'est absolument essentiel parce que c'est vraiment leur plus grande peur. Et après, vous risquez d'avoir un jeu de dominos, c'est-à-dire, imaginez une seconde, Société Générale. Je ne dis pas qu'elle est à risque, hein, je ne veux pas faire de la contre-pub à la Société Générale, mais elle est à la taille de la Silicon Valley Bank. Voilà pourquoi je la cite elle. Imaginez que Société Générale fasse faillite. On vous annonce demain dans les journaux, cette société a fait faillite. Le lendemain, mais vous pouvez être au Crédit Agricole ou à la BNP, qui sont beaucoup plus grosses, vous allez chercher votre argent. C'est-à-dire que vous allez avoir des queues devant la BNP pour récupérer son fric. Alors je ne vous parle pas des banques type Crédit du Nord, etc., qui sont beaucoup plus petites. Alors elles vont être liquidées, mais en quelques heures, quoi, parce que tout le monde va foncer chercher son argent, quelle que soit la taille de la banque. Et donc, ce qui les inquiète, c'est non seulement le fait que vous ayez tout d'un coup un bank run sur une banque, mais qu'après, il y a une contagion sur l'ensemble, et que tout s'effondre. Et là, c'est vraiment un danger gigantesque. Cette initiative répond à une recommandation faite en juin par l'autorité bancaire européenne, la BE, le régulateur qui édicte les règles pour le secteur. L'Union européenne a adopté en parallèle, fin juin, de nouvelles règles plus strictes imposées aux banques afin d'éviter une répétition de la crise financière de 2008. Dans ce contexte, Andrea Enria a appelé de ses vœux une plus grande consolidation transfrontalière du secteur bancaire européen. Un marché plus intégré des banques européennes serait avantageux car il permettrait de mieux faire face à de possibles chocs, a-t-il rappelé. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec lui, mais l'idée d'avoir... Vous savez, le problème des banques, c'est le too big to fail. Pour moi, le principal problème des banques, c'est le too big to fail. Pourquoi en 2008, on est allé sauver les banques? Parce qu'il y avait des banques too big to fail. On ne pouvait pas les laisser tomber. Si vous laissez tomber, je reprends l'exemple BNP, excusez-moi, mais si vous laissez tomber BNP, le système mondial s'effondre. Ce sont des banques trop grandes, elles sont appelées systémiques, elles sont trop grandes. Donc je ne pense pas que la solution... Une petite banque, comme l'histoire que je vous ai racontée de cette banque américaine, une petite banque, il y a un problème, vous rincez les actionnaires, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'action, elle redescend, elle est divisée par 100, la valeur de l'action est divisée par 100, je sais pas à peu près l'ordre de grandeur, et puis vous revendez une énorme banque, là, JP Morgan. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, c'est terminé. Les actionnaires qui ont avec la direction qui a déconné, eh bien, ils sont rincés, terminé, c'était leur boulot d'actionnaire de surveiller les dirigeants, ça a été mal fait, hop, ils sont rincés, c'est revendu à une grosse banque, problème réglé.
Vous ne pouvez pas faire ça avec une banque de la taille de BNP. Voyez. Donc je pense que, au contraire, je trouve que cette idée de fusion transfrontalière pour faire des banques de plus en plus grosses, absolument gigantesques, qui reposent sur plusieurs pays, comme ça, s'il y a une panique en France, eh ben, la partie allemande de la banque survit, etc. Je pense que c'est une bêtise. Je pense que c'est une bêtise parce qu'on crée du too big to fail et je pense même que c'est dangereux et qu'il vaut beaucoup mieux faire attention et partir sur de la petite banque, voire même exploser les énormes banques comme la BNP pour en faire plusieurs petites, ce qui permet de les laisser mourir et racheter par un concurrent. C'est-à-dire que les dépôts, etc. sont garantis, il n'y a pas de souci, vous retrouverez votre argent, mais votre banque, elle passe de X à Y. Je crois que j'étais chez ING, moi, à un moment en France. ING a arrêté de fonctionner en France. Ils ont fermé en France. Bah, mes comptes ont été transférés de chez ING à Boursorama. Aucun problème. Aucun problème. Vous voyez, ça se fait comme ça, quoi. Et bien là, ça sera la même chose. Il y a une banque qui s'effondre. Les comptes sont transférés de la banque qui s'effondre vers une autre banque. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien senti. Tout va bien. Sauf que si c'est systémique, il y a des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, des sommes beaucoup plus élevées en jeu que votre compte bancaire. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Vous ne pouvez pas le gérer, en fait. Donc je pense que, voilà, non, ça n'aiderait pas face au possible choc. Ça nous obligerait à sauver les banquiers. Voilà. Si vous avez BNP qui tombe, vous êtes obligé de sauver la BNP. Vous n'avez pas le choix. Donc vous avez un État qui va remettre du fric autant qu'il faut dans la BNP et vous vous retrouvez avec des banquiers qui, quoi qu'il arrive, gagnent. Quoi qu'il arrive, ils gagnent de l'argent. Et encore une fois, vous voyez, c'est la différence entre un entrepreneur et du capitalisme de connivence. L'entrepreneur, c'est un fou qui prend des risques inconsidérés dans l'espoir de devenir milliardaire. Le capitaliste de connivence, c'est celui qui en fait ne prend aucun risque. Il va devenir milliardaire, hein. Vous en faites pas pour lui. Mais il a pris absolument aucun risque. Je l'avais cité avec les éoliennes où l'électricité est rachetée quoi qu'il arrive par EDF à un prix déterminé quoi qu'il arrive. Donc si vous êtes capitaliste, si vous êtes chef d'entreprise dans les éoliennes, votre risque est quasiment nul. Vous savez que vous allez vendre votre production, et vous savez à qui et vous savez combien. Bah pour moi, c'est de la connivence, vous voyez, c'est pas de l'entrepreneuriat. Et c'est la même chose ici avec les banques. Quand vous êtes une banque de la taille de BNP, ils sont sérieux, hein, c'est des gens bien. Vraiment, je critique pas le management. Hein, c'est pas du tout de BNP. Moi, je les trouve très bien, donc j'ai rien contre eux. Mais si vous êtes patron de la BNP, votre risque, c'est quoi? Si vous plantez la boîte, bon, si vous êtes planté la boîte, l'État va venir à votre secours. Vous, ça ne va pas vous coûter un rond. Et l'État va venir vous sauver. Vous prenez zéro risque. Absolument zéro risque. Et vous voyez, c'est vraiment ça qui me déplaît dans le capitalisme de connivence. En fait, il n'y a pas de risque, il y a l'assurance juste de gagner de l'argent. Et c'est même malsain parce qu'on pourrait dire que le patron d'une immense banque, comme ça, se dirait, attendez, moi je touche des bonus, je touche des millions, en faisant des opérations hyper risquées de trading, de machin, de trucs. Et si je me plante, l'État vient me sauver. Pourquoi je ne prendrais pas le risque? Pourquoi je ne prendrais pas le risque de faire des trucs de folie sur du trading, etc., de faire des subprimes, des machins? J'ai aucune raison de ne pas prendre le risque, parce que de toute manière, l'État va venir me sauver. Pile je gagne, face tu perds. Je ne peux jamais perdre. Et vous voyez, mais encore une fois, hein, la direction de BNP n'est pas comme ça. Hein, je ne les attaque pas eux. Hein, je cite le nom parce que tout le monde connaît le nom, c'est tout. Hein. Mais vous voyez, c'est vraiment le problème, c'est que avec ce capitalisme de connivence, en fait, vous poussez en plus les gens, notamment les immenses banques, à la faute. Parce que le patron, il veut gagner son énorme bonus. Parce que l'équipe de direction, elle veut gagner ses énormes bonus. Et que derrière, s'ils perdent, il n'y a pas de sanction.
Derrière, s'il se plante, il n'y a pas de sanction. L'entrepreneur, lui, il a une sanction lourde. Il est ruiné. Donc il prend des risques, mais il fait gaffe aux risques qu'il prend. Vous voyez, il les regarde de très très près, quoi. Là, il n'y a pas de risque. Donc, vous poussez les gens au vice, quoi, à faire des trucs comme ça. Donc non, je ne pense pas, Andrea, que la solution, ce soit des fusions de banques transfrontalières pour avoir des monstres encore plus géants. Je pense que la solution, au contraire, c'est les petites banques qu'on peut racheter hyper facilement si jamais elles se plantent. En plus, ça fera qu'il y aura beaucoup plus de banques, beaucoup plus de concurrence. C'est très très bon pour le consommateur quand il y a des concurrents. Alors que le fait d'avoir d'immenses banques, vous n'avez plus de concurrents, c'est très mauvais pour le consommateur. Plus de fonds propres pour les banques régionales américaines. Outre-Atlantique, la Fed a indiqué le 10 juillet qu'elle voulait imposer aux banques de taille moyenne un niveau de fonds propres supérieur pour éviter de nouvelles faillites et une déstabilisation du secteur, à l'image de la crise au printemps. Dans l'absolu, le secteur bancaire est censé appliquer les règles dites de Bâle III, un ensemble de propositions imposant notamment des fonds propres minimaux pour éviter, comme lors de la crise financière de 2008, que les gouvernements ne soient obligés de voler au secours des établissements menacés de faillite. C'est la période dont j'ai parlé, donc voilà. Mais les États-Unis ont choisi d'imposer ces règles uniquement à leurs enseignes majeures, disposant de plus de 700 milliards de dollars d'actifs, en réalisant une partie de leur activité à l'étranger. La chute de la Silicon Valley Bank en mars et les secousses dans le secteur avec la chute d'autres établissements régionaux ont poussé le régulateur américain à revoir leur approche. C'est fin. Vous voyez, la façon dont c'est écrit, c'est un bon journal qui écrit ça. C'est la Tribune, c'est un très bon journal. Mais on voit qu'il y a un discours européen qui est passé, qui est « vous en faites pas, ça ne peut pas arriver chez nous ». Vous voyez ? Chez nous, on a Bâle III, tout va bien, ça n'arrivera jamais chez nous. Les Américains, le problème qu'ils ont, c'est parce qu'ils n'ont pas Bâle III pour les petites entreprises. Ça serait vrai uniquement, tu vois, ça serait vraiment, on pourrait y croire, uniquement si on n'était pas passé de « je vous surveille tous les mois » à « je vous surveille toutes les semaines ». Là, objectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais bon, on sent le discours européen, que le discours européen infuse dans « il ne peut rien nous arriver », nous en Europe on est hyper solide. Je vais recommander que les règles renforcées de capitaux propres concernant les banques de plus de 100 milliards de dollars d'actifs ou plus, cela implique que davantage d'établissements seront concernés que dans le cadre actuel, a indiqué il y a moins de 15 jours le vice-président de la Fed, Michael Barr, dans un discours à Washington. Les propositions de la Fed ne devraient entrer en vigueur que dans plusieurs années au moins. Pas gagné. En attendant, ils ont intérêt à surveiller. Ils ont intérêt à vachement surveiller en attendant, parce que c'est pas la peine de parler d'un truc qui va arriver dans plusieurs années, là, les amis. Les amis, là, les Américains, vous nous amusez un peu, quoi. Alors juste, non, mais là, c'est juste un petit bout d'article pour dire, c'est ce que je vous disais, la Silicon Valley Bank a été mise en difficulté en mars par la hausse des taux de la Fed, qui s'est traduit par une dévalorisation d'une partie des actifs, donc les obligations de l'État américain, en fait, alors qu'elle devait faire face à une sortie massive des capitaux. Donc c'est exactement ce que je vous ai décrit qui s'est passé à la Fed. Alors, écoutez, on ne va pas aller plus loin parce que... Pour exprimer l'essentiel, pourriez-vous me reposer la question ? Excusez-moi, c'est Siri qui s'emballe. Hop. C'est pas la peine d'aller plus loin parce que le reste concerne ce qui va se passer dans plusieurs mois aux États-Unis, donc on verra bien. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, on a les États-Unis qui, eux, vont surveiller davantage les liquidités des banques, et elles vont les obliger à augmenter leur liquidité dans plusieurs mois, voire plusieurs années, mais
déjà, elles vont commencer une surveillance beaucoup plus approfondie. On a la BCE qui nous dit, on surveille ça tous les mois, maintenant on va le surveiller toutes les semaines. Et moi, vraiment, mon sentiment, donnez-moi le vôtre, mais mon sentiment à moi, c'est qu'il se passe quelque chose de grave dans les banques, qu'il y a un risque bancaire très important, extrêmement important, qu'on a des banques centrales qui commencent à flipper, qui ont attendu l'été pour se mettre au boulot pour éviter de créer la panique chez eux, et que ce n'est pas juste des petits contrôles anodins, on ne multiplie pas par 4 les contrôles bancaires, juste de manière anodine, comme ça, alors que tout est solide, que tout va bien, et qu'on nous raconte que la vie est belle dans les banques européennes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.